cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le lundi 11 août 2025 à votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, l'Afrique s'invite au débat, l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les îles Salomon. Pour décrypter toute cette actualité, je suis avec Martial à côté. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir à nos téléspectateurs. Comment ça va? Ça va très bien. Là, nous allons tout de suite du côté du continent africain où sont passés les espoirs des pays africains au lendemain des indépendances. En 60, plusieurs pays africains sont devenus indépendants. Une petite retro. Oui, effectivement, c'est une question très intéressante vu que les questions de développement sont de plus en plus mises sur la table aujourd'hui. On observe un changement de paradigme plus ou moins constant sur le continent. Un peu partout. Donc, on se pose des questions de savoir, mais les espoirs, c'est certainement parce que les espoirs nourris au lendemain des indépendances n'ont pas été vraiment ce que ceux-ci doivent être. Donc, c'est pourquoi on observe cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a pu noter? C'est que après ou pendant les périodes de colonisation, il y a eu évidemment les luttes comme on a pu le faire dans l'histoire et l'objectif justement c'était d'acquérir cette indépendance tout au moins physique, la possibilité de s'administrer soi-même des États africains. Et une fois que la lutte a été menée, gagnée en quelque sorte, bien nous avons observé que ces indépendances, ce qu'on attendait d'elles ne sont pas vraiment ce qu'on a pu observer. Il y a eu d'abord cette période des dictatures qui se sont succédées. Nous avons eu les problèmes de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion. Tout ceci était bien entendu normal, hein, parce que les chefs d'État, ceux qui ont lutté, ceux qui ont combattu pour avoir l'indépendance, se retrouvent maintenant face à la réalité de la gestion de la chose publique. Ceux qui n'ont jamais été expérimentés à la gestion de la chose publique telle que conçue par le colon se retrouvent maintenant dans cet exercice et l'on a pu constater les gaffes qui ont été commises pendant plusieurs années. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? C'est que le système tel qu'il a été conçu par le colonisateur est fait de telle sorte que quand vous sortez d'une porte, quand vous sortez d'une salle, vous tombez dans une autre salle. Il y a ce travail de prévision qui a été fait sur un très long terme par les colonisateurs. Donc après les indépendances, la question de l'aide au développement est apparue. Ensuite, c'est la colonisation qui est passée. Nous sommes tombés dans le néocolonialisme avec un certain nombre de critères. Donc à chaque fois que les États on croyait une porte fermée, une autre, on se heurte à une autre. Voilà, justement. Alors, c'est cette difficulté à établir un programme sur le long terme et à anticiper sur les visées de ceux qui nous ont colonisés qui fait qu'aujourd'hui, le continent africain peine à se retrouver jusque-là. Alors, l'ère des indépendances inaugurait un soleil radieux que certains ont aussitôt appelé le soleil des indépendances. Mais aujourd'hui, 65 ans après, étions-nous vraiment prêts pour l'indépendance? Étions-nous vraiment prêts à l'indépendance en ce moment? Oui, certainement, parce que l'indépendance telle que vue par ceux qui ont combattu à l'époque n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, nos
nos aïeux sont enchaînés, accomplissent des corvées, et puis cela, on l'a observé pendant plusieurs années. Alors, ce qu'on voulait, c'est cette capacité à s'auto-administrer, à ne pas se laisser dicter le comportement, la gestion de la chose publique par quelqu'un qui est venu de l'étranger. Et c'est ce qu'on visait notamment. La vision n'allait pas au-delà de cela. Il n'y avait pas eu une préparation sur le long terme, une planification qui consiste à dire que bien, nous obtenons l'indépendance. Après, voilà ce que nous faisons. La lutte a été calquée sur l'obtention de l'indépendance. Et maintenant, on a obtenu l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On se retrouve dans... On n'avait pas pensé. Voilà, on n'y avait pas pensé. Et c'est en ce moment donc que nos anciens maîtres sont revenus à la charge pour nous proposer à nouveau encore une autre manière de gérer la chose, et ceci dans leurs intérêts, bien entendu. Et c'est cette difficulté-là que les États africains ont eue et qui a fait que plus ceux-ci avançaient, plus ils se rendaient compte que l'impréparation ou plutôt le manque de planification sur le long terme a été défaillant, a été une défaillance que l'on a pu observer, et les générations qui ont suivi ont payé les conséquences de ce manque de prévision qu'on a pu observer. Alors justement, l'analyste géopolitique que vous êtes aujourd'hui, 65 ans après les indépendances, lorsque les pays africains francophones ont accédé à l'indépendance, ni vous ni moi n'étions pas encore là, n'avions pas encore vu le jour, mais aujourd'hui, avec recul, et l'analyste géopolitique que vous êtes, est-ce que vous êtes à même de nous dire aujourd'hui si ces indépendances ont été bien négociées par les pays d'Afrique francophone? Parce qu'on a quand même vu, il y a quand même cette différence-là entre les pays africains anglo-saxons et les pays francophones. Oui, justement, il y avait eu, on avait offert la possibilité aux États africains, aussi bien francophones qu'anglophones, de trouver une porte de sortie quand il s'agit des indépendances. Soit c'est par la voie violente, le combat acharné, et de l'autre côté, c'est la négociation. On a pu observer qu'au niveau des États anglophones, la négociation a été beaucoup plus flexible, et ceci est dû à la volonté des Britanniques à l'époque de concéder ou bien de faire certaines concessions vis-à-vis des États colonisés. Ce pourquoi la France n'était pas prête à l'époque. La France avait une certaine difficulté à laisser passer à accorder l'indépendance à ces États africains, et cela s'est manifesté par le paternalisme accru de la France, ce qui ne cesse de se manifester encore aujourd'hui malgré les revendications et malgré les dénonciations que l'on observe. Et donc, au niveau de la négociation de ces indépendances, vous avez des intellectuels africains qui ont étudié dans les universités occidentales, dans notre cas dans les universités francophones, qui ont appris leur mode de pensée, leur manière de faire, et qui se retrouvent à être les négociateurs de cette indépendance. Donc ça, c'est le premier niveau où cette indépendance se retrouve biaisée, parce que ces intellectuels ont pris pour base la formation de ceux qui les ont colonisés. Deuxième élément, c'est qu'il n'y avait pas une vision de perspective à long terme. Parce que quand vous savez que nous obtenons l'indépendance, nous ne nous arrêtons pas là. Il faut maintenant reconstruire nos États. Il faut avoir un plan de travail sur une longue période pour pouvoir reconstituer l'État et les dommages que l'on nous avait causés. Puisqu'il n'y a pas ce genre de plan, alors les négociations se retrouvent biaisées au deuxième niveau parce que la vision à long terme n'y était pas. Le troisième élément qui a influencé les négociations, c'est cette peur soudaine de pouvoir gérer la chose publique nous-mêmes, parce que nous n'avons pas été alors que nous n'étions pas véritablement préparés. Voilà, nous n'étions pas habitués à cela. Et donc tous ces éléments font que le
le colon a été avantagé dans les négociations pour dire que dans certains États, le colon a organisé pleinement les négociations à son avantage, encore que certains leaders étaient tenus par les colons, donc ils n'avaient certainement pas le choix de négocier comme cela se devait. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore, les États africains sont au point de remettre en cause même ces indépendances, d'où ce qu'on observe aujourd'hui des révolutions, la remise en cause de beaucoup d'accords que l'on a pu observer. Alors, grâce à certains acteurs, issus des partis nationalistes, dans certains pays, nous avons pu accéder aux indépendances. Mais aujourd'hui, certains estiment que le manque de consensus au niveau de ces différents acteurs nous a conduit à ce que nous avons aujourd'hui. Parce que certains estiment que oui, on est indépendant, mais ça, c'est sur les papiers qu'au fait, nous ne sommes véritablement pas indépendants. Oui, parce que c'est quoi l'indépendance? Il faut déjà comprendre la notion de l'indépendance et comment cela devait être perçu par les Africains. C'est cette capacité à nous gérer nous-mêmes, à gérer nos ressources, à être souverains sur l'ensemble du territoire. Et donc, si nous comprenons, nous entendons la capacité à ne pas être influencé par une quelconque puissance extérieure, si nous prenons en compte ces éléments, ces 2 ou 3 critères déjà, nous nous rendons compte que la notion d'indépendance au départ est déjà biaisée parce que nous avons obtenu l'indépendance et nous avons sollicité encore l'avis, nous avons sollicité encore l'aide des anciens colons, voilà, des anciennes puissances coloniales pour nous aider à gérer notre territoire, à gérer nos ressources, parce que c'est ce qui nous ont fait croire pendant plusieurs années que nous ne sommes pas en mesure de gérer efficacement les ressources. Et puis ce travail idéologique qui a été fait sur une longue période a affecté durablement le mode de pensée et même ce qu'on peut appeler la confiance des Africains à gérer la chose eux-mêmes. Et donc le travail a été très bien fait du point de vue idéologique, ce qui fait que tout ce qui va se passer par la suite se fait de façon plus simple, parce que ce sont les Africains eux-mêmes qui estiment que seuls nous ne pouvons rien. Nous avons absolument besoin. On a toujours besoin. Alors justement, avant les indépendances, les Africains avaient de grands espoirs, des espoirs axés sur la liberté, la dignité ou autre. Alors la question, c'est de savoir aujourd'hui à quel moment ces espoirs ont volé en éclats. Objectivement ou très objectivement, ces espoirs, pour ceux qui ont bien observé, a volé aux éclats déjà dès la manière dont les indépendances ont été obtenues. La problématique est que nous nous en sommes rendus compte plus tard. Parce que quand on regarde de façon minutieuse l'obtention de ces indépendances et de tout ce qui a pu être fait, je veux dire déjà le travail de mentalité qui a été fait, cette capacité pour les Africains de croire qu'ils ne sont pas en mesure de gérer efficacement leurs États, leur territoire, ce travail qui a été fait, cette division qu'on a pu observer déjà dès les indépendances, parce que les indépendances se sont faites avec des divisions qu'on a pu observer de plusieurs heurts. Voilà, plusieurs heurts. Et cela est dû même à la structure administrative coloniale à l'époque, parce que à la conférence de Berlin, les territoires ont été partagés sans tenir compte des peuples, de l'histoire, surtout des réalités africaines. Voilà, justement, donc ce sont ces réalités, histoire, culture, tradition, tout ça n'a pas été pris en compte. Déjà, des heurts ont pu être orchestrés à ce niveau. Donc, cette division que l'on a pu observer faisait déjà entrevoir le fait que nous avons obtenu les indépendances, effectivement, mais nous ne sommes pas encore détachés du colon. Et puis,
tous les espoirs que nous avons, il ne faut pas peindre le tableau tout en noir. Il y a eu bien sûr des améliorations que l'on a pu apprécier à l'époque, la capacité à gérer dans une certaine mesure nos affaires. Maintenant, ces espoirs, on se rend de plus en plus compte avec l'évolution des tendances un peu partout dans le monde que l'Afrique est à la traîne. Nous avons obtenu l'indépendance, c'est pour nous développer, c'est pour avoir le contrôle de nos ressources naturelles, c'est pour avoir une souveraineté économique et monétaire, mais nous nous rendons davantage compte que nous sommes encore tenus par ces anciens colons qui ont trouvé une autre manière aujourd'hui de pouvoir mener la colonisation à travers des institutions données, à travers des systèmes de financement qui en vrai ne sont pas des systèmes de financement qui nous arrangeaient, des systèmes de financement qui nous permettaient de nous endetter encore davantage. Et donc quand on a pris tous ces éléments, on s'est rendu compte que entre griffes, les indépendances de l'époque étaient constituaient une anarchie. Et donc, c'est à cela qu'il fallait remédier maintenant. Et ce travail d'éveil de conscience qui se fait aujourd'hui aurait dû être fait depuis longtemps, avant même les indépendances. Oui, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on discute un peu avec les leaders politiques africains de la génération 60, certains estiment que la souveraineté des États africains a été compromise dès le départ pour laisser place à ce qu'ils appellent aujourd'hui la délusion? Oui, ils s'en sont rendus compte par la suite. Oui, mais c'est parce qu'ils sont des leaders politiques d'aujourd'hui. Non. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'analyser tous les contours de ces indépendances. Oui, effectivement, ces leaders, il y en a certains qui, à l'obtention des indépendances même, se sont déjà rendus compte de cette évidence. Mais le contexte tel qu'il était organisé à ce moment empêchait certains acteurs de réagir et de commencer à dénoncer les choses. On a vu ce qui s'est passé avec ceux qui se sont rendus compte très tôt que c'était une erreur ou c'était une arnaque, cette forme d'indépendance qu'on a pu observer. Mais nous avons vu la répression qui a été opérée, des assassinats un peu partout. Et donc tout ça est censé semer la terreur du point de vue des personnes qui ont déjà vu la chose de loin et qui techniquement ne pouvaient pas réagir parce que ceux-ci, non seulement craignaient pour leur vie, mais ceux-ci n'avaient pas encore l'audience nécessaire pour les écouter. Aujourd'hui, quand vous parlez du fait que les indépendances que nous avons obtenues ne sont pas réellement des indépendances, aujourd'hui, quand vous dites à un jeune Africain que nous sommes indépendants depuis 65 ans, mais nous n'avons pas encore le contrôle de nos ressources naturelles, nous n'avons pas encore une souveraineté économique, ces jeunes se rendent compte évidemment de cette réalité. Mais à l'époque, on était encore dans la faveur des indépendances qu'on a pu obtenir. Et donc, personne ne pouvait prêter vraiment l'oreille à ces visionnaires qui ont déjà très tôt compris la situation. Et donc, ce n'était pas la peine de continuer. Et aujourd'hui, puisque nous avons une audience beaucoup plus accessible, il va de soi que ces leaders attirent davantage l'attention sur ce qui a pu se passer au moment des indépendances pour éveiller davantage les consciences. Alors, lorsque les pays africains accèdent à l'indépendance, nous sommes quasiment au même niveau que certains pays de l'Asie du Sud-Est. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu le niveau de développement de ce pays, on se demande pourquoi nous, est-ce qu'on continue de tirer le diable par la queue? Oui, c'est une question tout à fait légitime qu'on se doit de se poser parce qu'on voyait déjà la Chine et plein d'autres États, la Malaisie justement, et autres, le Thaïlande, le Cambodge. Voilà, justement, qui ont su avancer, mais que l'Afrique se retrouve toujours à ce niveau. Premier élément que je vais évoquer ici, c'est que l'on a fait croire déjà aux Africains que ceux-ci n'étaient pas en mesure de se développer sans les autres. Et ils y ont cru. Ça, c'est le premier élément. Ce travail idéologique a été... Le premier péché. Voilà, a été très imprégné dans la mentalité africaine. Et donc, cela limite, du coup, tout effort de développement, toute capacité de développement, toute audace
qui permettraient le développement. Ça, c'est la première des choses. On a fait croire à l'Afrique que l'esclavage que l'Afrique a subi empêcherait l'Afrique de se développer. Et les Africains y ont cru. On a montré aux Africains, on a démontré aux Africains que ceux-ci ne peuvent pas se développer et les Africains y ont cru déjà à la base. Et donc l'ensemble de ces éléments enfermait déjà les Africains et constituait déjà le point d'échec des Africains. Mais là, on a pu observer que les autres États se sont déliés de ces chaînes que je peux appeler, de ces chaînes au niveau idéologique. On a pu constater très tôt une organisation impressionnante au lendemain des indépendances, une vision, une politique à long terme. Comme prenons le cas de la Chine aujourd'hui, la Chine a été bien sûr aussi colonisée pendant longtemps. Très longtemps. Pendant très longtemps. Mais la vision d'une Chine telle que nous la concevons aujourd'hui avait déjà été définie depuis par ceux qui ont lutté pour obtenir cette indépendance. Et c'est cela qui a manqué aux Africains. C'est pourquoi ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire le travail pour obtenir, pour avoir des leaders qui soient en mesure de penser sur le très long terme. Aujourd'hui, on voit les revendications en Afrique, mais que ces revendications ne s'arrêtent pas que là. Parce que quand on va finir par vous laisser toute autonomie, quand on va finir par dire que, bien, aujourd'hui, nous ne vous apportons plus de soutien financier, est-ce que nous avons des leaders? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons des leaders capables aujourd'hui d'accepter les conséquences? Parce que ça va avoir des conséquences. D'accepter les conséquences terribles de cet abandon du point de vue de ceux qui nous financent et d'assumer pendant une bonne durée les conséquences pour pouvoir être libre par la suite. Et ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Alors, l'autre question que j'aimerais vous poser pour sortir de ce sujet cet après-midi, tout à l'heure, vous avez parlé d'un réveil brutal dans certains pays africains. Alors, je vous demande, est-ce que c'est la résultante de ce que nous observons aujourd'hui où certains pays africains sont en train de mettre fin aux accords militaires avec l'ancienne colonie? Non, est-ce que c'est un réveil brutal? C'était là. C'était latent, c'est ça? Oui, c'était plutôt latent. Mais aujourd'hui, un certain nombre de facteurs ont fait que ça ne pouvait plus être latent. Ça devait s'exprimer de façon visible. Premier élément, c'est que les discours ont changé. Quand je dis les discours ont changé, on n'avait pas seulement une version occidentale du monde. Aujourd'hui, nous avons l'émergence de nouvelles puissances qui contredisent la rhétorique, le discours que nous avons eu pendant longtemps, les libertés, les droits fondamentaux, la démocratie et tous ces éléments. Et qu'on nous a fait croire que sans ces éléments, sans ces principes, on ne saurait jamais devenir un État développé. Mais les paradigmes ont montré, ou la démonstration a fait que nous avons vu la Chine et plein d'autres États qui ne respectent pas forcément les droits de l'homme et autres, hein, voilà, qui ne sont pas forcément en phase avec ces principes qu'on nous a longtemps chantés, mais qui impulsent un développement incroyable. Et donc, on a commencé à se poser maintenant de réelles questions. Et ces acteurs dont nous parlons ont décidé, avec l'influence des médias, de se mettre également et de donner leur version des faits, leur manière de voir les choses. Et donc, le continent africain se retrouve devant deux ou plusieurs choix. Entre-temps, le discours, il était unique. Sans la démocratie, sans les droits de l'homme, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vous développer. Mais de l'autre côté, on vous dit, mais nous n'avons pas cela, nous avons su développer. Comment nous avons fait? Et donc, ce sont des questions que les États africains se posent aujourd'hui avec une jeunesse dynamique et qui suit attentivement ce qui se passe désormais sur la scène internationale. Et c'est à partir de ce moment donc que les Africains se sont rendus compte que maintenant, il faut aller en première ligne, il faut défendre maintenant nos observations. Et nous avons la possibilité d'avoir des soutiens aujourd'hui compte tenu des rivalités entre ces anciennes grandes puissances. Alors, vous parlez de la scène internationale, elle nous conduit en Arménie et en Azerbaïdjan, une cessation définitive du conflit annoncé par Donald Trump, une paix permanente annoncée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La question de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, une paix prolongée, une paix de longue durée, justement, c'est ce qui est attendu. Maintenant, ça dépend des acteurs. Est-ce qu'il faut croire
en cet effort de négociation des États-Unis du président Donald Trump par rapport à la résolution définitive de la question. Cette préoccupation, c'est une question de sécession. Et cette question de sécession, ce conflit ne pourrait avancer que lorsque des acteurs majeurs présents dans la région sont en mesure de financer cette guerre. Je veux parler notamment de la Russie et des États-Unis. Donc c'est un conflit qui n'aurait pas de raison d'être si ces deux acteurs-là s'impliquent résolument pour résoudre la difficulté. Et aujourd'hui, on voit que la volonté de le faire ne semble pas se manifester aussi bien des deux côtés, je veux dire des États-Unis et de la Russie, parce que la Russie se retrouve dans un conflit où elle doit assurer des positions stratégiques. Et nous avons de l'autre côté les États-Unis avec le président Donald Trump qui, lui, au passage, qui ambitionne d'avoir le prix Nobel de la paix, s'engager dans tout ce qui peut être conflit pour apporter sa pierre à la construction de cette paix. Maintenant, est-ce qu'il faut y croire? On attend de voir. Alors justement, quand on sait que ces deux pays, à savoir l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se sont livrés une guerre sans merci où il y a eu des milliers de morts. Alors subitement, Donald Trump nous annonce cette paix subite, comme dirait l'autre, alors que cache véritablement cet activisme du président américain? La première des choses, c'est que ces deux États, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sont quand même issus des deux ex-républiques de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la situation économique de ces États vis-à-vis de ce qui se passe sur la scène internationale n'est pas forcément réduisante. Et là, vous avez un Donald Trump qui, dans sa diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire s'est fait du business, a peut-être proposé, ça c'est une manière de voir les choses, a proposé aux deux acteurs, comme il a toujours fait pour la plupart des conflits, qui ont le proposé aux deux acteurs, bien, voilà, nous optons pour la paix, je vous accorde telle chose. Et puis ces deux États sont prêts à l'accepter. Et cette technique a marché très souvent quand on observe la scène internationale aujourd'hui. Nous avons vu cette difficulté entre le Rwanda et la RDC à s'asseoir à discuter, mais quand le Qatar est venu avec le portefeuille, parce qu'aujourd'hui, le portefeuille change beaucoup de choses, beaucoup de données. Et donc, on est en train d'estimer que le président Donald Trump, puisque c'est son cheval de bataille, quand il faut régler les conflits, il pense que donner à chacun des acteurs ce que ces acteurs veulent permet de résoudre définitivement le conflit. Mais ici, il y a une question identitaire qui se pose. Et c'est là que la difficulté va se poser. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie n'est pas forcément un conflit lié aux ressources naturelles, mais c'est lié au peuple qui se retrouve là. Parce que la région du Haut-Karabakh, qui se situe en Azerbaïdjan, et qui est habitée majoritairement par des Arméniens qui estiment que cette partie du territoire devrait revenir à l'Arménie, pose le problème de savoir est-ce que ces peuples-là sont prêts à cohabiter ensemble, puisque la question de l'économie, de la gestion de l'économie n'est pas fondamentale. C'est cette volonté des peuples, de ces deux peuples, à collaborer en paix et la volonté des leaders également à vouloir céder ou concéder la libération du territoire, ce que l'Azerbaïdjan aujourd'hui n'est carrément du tout pas prêt à faire. Et on a vu l'offensive éclair et les résultats de cette offensive. Donc aujourd'hui, la question identitaire devrait être travaillée et un travail doit être fait sur la volonté de vivre ensemble des peuples qui se retrouvent dans cette région discutée du Haut-Karabakh. Alors pourquoi, selon vous, hein, les observateurs, les analystes, vous martelez que cet accord, oui, mais que c'est un accord contraignant et que cet engagement n'est pas très clair? On ne dit pas que ce n'est pas contraignant, mais on a du mal. On reste sceptique parce que ce conflit date depuis 1980 par là, et puis il y a eu plusieurs tentatives de résolution du conflit, mais on n'est pas arrivé à un résultat spécifique. C'est un peu comme le conflit entre
Israël et la Palestine. Oui, mais certains estiment quand même que c'est un conflit qui a quand même été provoqué. Parce que lorsque l'URSS était tout un bloc, ce conflit n'existait pas. On ne l'entendait pas. C'est le lendemain de la chute du mur de Berlin où l'Azerbaïdjan est devenu indépendant, l'Arménie également, que bon, on a commencé par entendre des coups de canon de ce côté. Oui, vous avez tout à fait raison sur ce point, comme on l'a observé dans plusieurs États de l'ex-Union soviétique, parce que la rupture ou la dislocation de l'ex-URSS a été quelque chose de difficile. Mais et de brutal aussi. Voilà, et de brutal. Et aujourd'hui, est-ce qu'il nous faut croire à la première tentative, ou à une énième tentative de résolution du conflit, que bien, tout va s'arrêter, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous n'allons plus observer de situation chrysogène. Non, on reste sceptique et on donne nos avis par rapport à ce scepticisme-là pour attirer davantage l'attention des acteurs sur la résolution de ce conflit. Un peu comme, je le disais, le conflit entre Israël et la Palestine, c'est un conflit d'abord identitaire. Et donc, les conflits identitaires sont difficiles à gérer que d'autres conflits liés au territoire, liés aux ressources naturelles, liés à l'économie. Et donc, si aujourd'hui les acteurs se trompent de la cause réelle du conflit, alors il serait difficile de régler définitivement le conflit. Et ce qu'on semble observer ici, c'est que le président Donald Trump, comme on l'observe d'habitude, va sortir le portefeuille et va convaincre les deux États de collaborer, de maintenir la paix. Ça serait une solution temporaire. Mais quand la question identitaire va se manifester à nouveau, nous allons retomber dans le même cycle de violence. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une question identitaire, mais certains estiment que paix, oui, mais que c'est quand même une paix imposée. Et quand on sait également que le Caucase, c'est la chasse gardée de la Russie, quoi qu'on dise, comment est-ce que vous, en tant qu'analyste géopolitique, vous voyez les quatre redistribués dans cette partie? Première des choses qu'il faut dire, pour résoudre définitivement une question dans cette région, du monde, je veux dire le Caucase, les États au bord de la Russie, c'est qu'il faut collaborer avec la Russie. Ça, c'est le premier élément. Et c'est ce que la plupart des acteurs aujourd'hui semblent occulter. On estime que l'Europe estime qu'il ne faut pas faire avec la Russie pour la résolution de ce genre de conflit. Mais du point de vue géopolitique, comme vous l'avez déjà dit précédemment, toute cette région a vécu sous l'emprise de l'Union soviétique. Et puis cette influence soviétique ne pourrait pas s'effacer du jour au lendemain. Et il y a toujours des minorités russophones justement, qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui accepté cette dislocation de l'URSS. Et donc, si vous voulez négocier et avoir une paix durable dans cette région, c'est d'avoir une participation accrue de Moscou dans la résolution du conflit. Mais ce qui ne semble pas être aujourd'hui le cas quand nous observons la résolution de ces différents conflits. On veut mettre la Russie de côté dans la résolution des conflits parce qu'on estime que la Russie a agressé l'Ukraine, elle n'est pas fiable, ainsi de suite. Mais d'un point de vue réaliste, aujourd'hui, s'il faudra résoudre définitivement la question dans cette zone, c'est d'abord d'avoir la Russie de notre côté et ensuite de voir les États-Unis et l'Europe pour contribuer ensemble à cette paix. Et cette paix ne doit pas être une paix imposée, une paix basée sur le portefeuille, une paix qui serait fragile. Quand je dis fragile, je veux dire... On devrait composer avec les peuples, c'est ça? Oui, justement avec les peuples, tenir compte des réalités de ces peuples et prendre également obtenir la bonne volonté de ce qu'on appelle la bonne volonté des États qui participent au processus. Mais aujourd'hui, rien n'est gagné de ce genre En fait, on n'observe rien de cette situation de telle aujourd'hui. Alors, Donald Trump estime que la paix entre ces deux pays apportera forcément l'idée de création d'une zone de transit. Alors, elle sera profitable à qui, premièrement? Et puis, deuxième volet de ma question, est-ce que ce n'est pas une occasion pour Washington de quand même contourner la route de la soie de la Chine? C'est une hypothèse tout à fait plausible. Premièrement... à qui elle sera profitable? Oui.
à qui sera profitable? D'abord, il faut dire que c'est profitable pour chacun des acteurs, hein, que ce soit l'Azerbaïdjan, l'Arménie et davantage pour les États-Unis. Pas forcément pour la Russie, parce que tout ce qui se retrouve dans le giron américain devient une difficulté que Moscou doit absolument gérer. Maintenant, l'avantage, comme vous l'avez évoqué, vous avez déjà donné la réponse même à la question, c'est bien sûr la Chine, parce que le président Donald Trump estime que la Chine constitue une menace absolue en termes d'influence économique, et il n'a pas tort de penser cela, parce que l'influence ou le déploiement économique de la France un peu partout aujourd'hui dans le monde inquiète les États-Unis, qui sont dans un besoin de maintenir leur puissance sur la scène internationale. Et donc tous les moyens sont nécessaires pour contourner, proposer des alternatives à tous ces États qui se retrouvent déjà dans le projet de la route de soie de la Chine. C'est un jeu d'influence qui se joue entre les deux acteurs. Et donc ça, c'est le premier intérêt pour les États-Unis. Deuxième intérêt pour les États-Unis, c'est la présence dans cette région. Parce que la question de présence des États-Unis... Les États-Unis seraient aussi peut-être en train de courir derrière le pétrole azeri. On ne sait jamais, parce qu'il y a du gaz naturel au niveau de l'Azerbaïdjan. Il y a également du pétrole. Les Américains qui sont pas rassasiés du pétrole. Hein. Justement, j'en venais là, parce que le transit, il faut transiter quelque chose. Et puis les États-Unis d'Amérique, bien sûr, vont d'abord miser sur les intérêts, je veux dire, les intérêts en ressources naturelles de ces États. Et c'est pas... ça fait partie des points clés de la politique étrangère de Donald Trump. On a observé les minerais de terre, voilà, de terre rare en Ukraine. Nous avons vu également du côté de la RDC cette implication des États-Unis en échange des minerais. Nous prenons vos minerais, mais nous ne voulons pas chez nous. C'est un peu ça. Et en dehors de cela, nous avons vu la présence des États-Unis sur d'autres fronts également, qui sont à la recherche forcément de ressources naturelles pour faire tourner leurs entreprises et élargir leur influence. Donc, c'est un ensemble d'intérêts qui se retrouvent là. Mais prioritairement, les États-Unis ont tout à gagner dans la région. C'est pourquoi ceci s'implique aussi de manière acharnée à apporter la paix dans cette zone. Les États-Unis ont tout à gagner, peut-être Donald Trump encore plus, parce que pour certains, il sera en train de courir derrière le Graal qui a pour nom le prix Nobel de la paix. Ah oui, comment je vais dire, c'est tout bénéfice pour lui. Hein. C'est son obsession, hein? Oui, justement, c'est de faire d'une pierre plusieurs coups, ramener sauf que jusqu'ici, ça ne lui marche pas, hein? C'est vrai que le chemin est difficile. Obtenir la paix, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. C'est pourquoi il y en a un prix, justement. Donc, il ne va pas cesser de mener les efforts dans ce sens en promouvant la paix, déjà pour l'obtention de ce prix auquel il désire tant, fait partie de la catégorie des personnes qui l'ont obtenu. En même temps, être celui-là qui tire les intérêts américains ou qui promeut les intérêts américains. C'est le seul trophée qui manque à son actif, hein? Prix Nobel de la paix, parce qu'il y tient vraiment. C'est vous qui le dites. Ah non, rien qu'à voir ses faits et gestes, on comprend qu'il en a vraiment besoin. Non, mais si sérieusement, cette quête pour la recherche du prix Nobel de la paix est une quête pour la paix en elle-même, je pense que les Américains ont tout ce qu'il faut pour amener la paix dans le monde. Ils ont besoin de se rattraper énormément, parce que beaucoup d'erreurs ont été commises dans le passé. Aujourd'hui, si cela doit être... Et ils en commettent encore. Oui, ils en commettent encore. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du cycle des États. Mais aujourd'hui, si la paix est la chose fondamentalement recherchée par les États-Unis d'Amérique, je crois que beaucoup, on va observer, je ne dis pas que nous allons obtenir une paix totale partout dans le monde, mais on va constater des avancées majeures. Vous parlez de paix, là nous allons du côté des îles Salomon, Forum des îles Pacifiques, Pékin et Taipei exclus par Honiara. Alors, dites-nous un peu, prévu se tenir en septembre, le sommet régional des îles Pacifiques. Oui, le sommet régional des îles Pacifiques
réunit un certain nombre, je ne veux pas dire États, mais d'îlots. Voilà, d'îlots pour Trinité et Tobago, Fidji, les îles Salomon. L'objectif est essentiellement objectif économique et stratégique. Stratégique, je veux dire, du point de vue du positionnement, parce que ce sont de petites îles qui se retrouvent dans des sphères d'influence de grandes puissances. Ah oui. Et donc, il faut trouver... Les États-Unis et la Chine ne sont jamais loin. Voilà, justement. Même, je dirais, la France également. L'Europe est aussi présente dans cette partie du monde également. Dans cette partie du monde. Et donc, c'est une occasion d'amener, de discuter avec les grands acteurs les positions stratégiques dans la région, puisque aujourd'hui, la présence maritime, la présence en mer de ces puissances est devenue chose essentielle. C'est la nouvelle guerre. Voilà, c'est une nouvelle forme de guerre. En dehors de cela, les nouvelles routes de la soie, les câbles souterrains, les réseaux de communication, tout passe généralement aujourd'hui par la mer, par l'eau. Et nous nous rendons compte que ces îles se retrouvent au cœur de cette bataille, de cette bataille, de ces différentes influences. Donc l'objectif, c'est d'être en mesure de favoriser la coopération avec n'importe quelle grande puissance, quelle qu'elle soit, et de maintenir la survie de ces îles-là. Ça, c'est l'intérêt stratégique. L'autre intérêt, c'est bien sûr l'intérêt économique, parce que l'intérêt économique lié à l'intérêt stratégique, car les grands États là, ont la possibilité d'imposer des blocus à tout moment quand ils se retrouvent en conflit avec certains de ces îlots-là. Et donc aujourd'hui, c'est d'entretenir au maximum la communication, le maintien des relations économiques pour permettre la survie de ces îles-là. Alors, ONIARA a annoncé que certains pays membres ne participeront pas au prochain sommet qui se tiendra en septembre. Il s'agit de la Chine et de Taïwan. Pourquoi ces deux pays-là ne seront pas de la partie selon vous? Mais c'est évident. Quand on parle de Chine et de Taïwan, vous vous rendez compte déjà qu'il y a plein de rivalités à ce niveau, encore que les îles Salomon ont... Mais ils sont tous aux Nations Unies quand même. Oui, ils sont tous aux Nations Unies. La raison fondamentale qui pourrait expliquer ce genre de comportement, c'est que les sujets qui devront être débattus sont des sujets très sensibles quand il s'agit de ces deux acteurs-là, parce que la rivalité continue entre ces deux acteurs. Et pendant longtemps, les îles Salomon ont reconnu l'État de Taïwan. Et ils entretiennent de très bonnes relations. Justement. Alors pourquoi l'exclure du sommet? Et se sont rendus finalement compte qu'ils ont plus intérêt à être du côté de la Chine. Et donc, pour ne pas rendre davantage compliqué et difficile les négociations, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une exclusion totale, mais c'est d'inviter ces deux États-là qui vont, comment je vais dire, attirer l'attention de tout le sommet sur des rivalités politiques. Oui, mais avec votre permission, Martial, vous êtes un analyste géopolitique. Est-ce que ce n'est pas une politique de deux poids, deux mesures? Lorsqu'on décide d'exclure tous les pays non membres, pourquoi accepter donc la présence des États-Unis? C'est justement l'autre question à laquelle on doit répondre. Aujourd'hui, les États-Unis présents dans la région ont un avantage stratégique, davantage stratégique que la présence chinoise et taïwanaise. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ces États sont davantage dépendants. Quand vous observez leur économie, les relations, les échanges économiques entre ces États et les États-Unis, et même les États de l'Europe, on se rend compte que c'est très énorme. Je n'ai pas exactement les chiffres. Ils sont plus dépendants des États-Unis, hein? Ils dépendent beaucoup des États-Unis. Oui, en termes d'échanges économiques. Ouais. Donc, il est indispensable d'avoir le premier... je veux dire, l'actionnaire majoritaire dans la BAC que d'avoir la Chine, mais qui n'est pas... commandants en second. Qui n'est pas négligeable. Non plus, hein? Non plus, et qui n'est pas du tout négligeable. Mais je pense que les Chinois vont certainement comprendre cette position des îles Salomon, de ce forum du Pacifique. Mais cela ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas présents
à ce forum-là, il y a toujours une présence stratégique de la Chine à travers des îles. Peut-être invisible. Non, peut-être à travers des sociétés. Hein, oui, on ne sait jamais. À travers des sociétés ou à travers d'autres îles même, parce que dans cet ensemble d'îles, on se rend compte qu'il y a certains qui sont beaucoup plus proches de la Chine d'un certain point de vue que des États-Unis. Mais ceux qui sont du côté des États-Unis sont davantage nombreux et influencent davantage les décisions. Et donc, on se rend compte que la Chine serait présente et va mettre en jeu ses intérêts. Mais la question pour Taïwan, c'est de négocier, de dire, mais nous ne voulons pas avoir telle difficulté avec les États-Unis, nous ne voulons pas avoir de difficultés dans les négociations. Et ce sont des choses qui sont négociées, compris. En contrepartie de cette exclusion entre griffes de la Chine et de Taïwan, certainement, les îles Salomon ou le forum a dû concéder quelque chose à la Chine. Oui, mais moi ce que je veux comprendre, jusqu'à quand les îles Salomon vont jouer à ce jeu d'équilibre-là? Toujours. Parce que... oui, mais à un moment, ils devront choisir. Non, la difficulté, c'est bien la particularité de ces États-là, des îles. Là où ils se retrouvent, ils ont besoin de jouer le jeu d'équilibriste partout. Même si à un moment donné, sur des questions stratégiques, ils vont donner leur position qui se rapprochera plus ou moins des États-Unis, de l'Europe et de l'autre côté, la Chine et de la Russie. Ce jeu d'équilibre leur permet d'assurer d'abord leur survie politique et d'assurer leur importance stratégique. Parce que en même temps qu'on condamne certaines actions des États-Unis et qu'on met cela sur le respect des droits fondamentaux, de la personne, des libertés, et de l'autre côté, on promeut la paix en Ukraine, parce que c'est ce qu'on a pu observer partout. On trouve, en fait, ces îles les îles Salomon deviennent ce qu'on peut appeler un acteur fiable, un acteur indépendant. Et ça arrange tout le monde, hein, que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis. On trouve toujours le moyen de trouver cet État tampon vers qui on peut se tourner à tout moment. Et que nos intérêts seront préservés. Et au même moment, les intérêts de nos adversaires sont également préservés. Et de l'autre côté, les îles Salomon vont jouer cet équilibre parce que ça leur permet de survivre et de ne pas se retrouver dans des situations très difficiles. Ils ne peuvent pas prendre position. Ce jeu d'équilibre va se jouer constamment, un peu comme la Suisse. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la Suisse n'a pas la situation géographique de la Suisse. Oui, par exemple. La position géographique de la Suisse et la position géographique des îles Salomon leur permet d'avoir une vision très différente des choses. Aujourd'hui, la Suisse en Europe se retrouve entourée de plein d'États européens qui ont une position très directe par rapport au conflit en Ukraine, une position très stratégique et directe par rapport à des questions de politique internationale. Mais nous avons de l'autre côté les îles qui sont carrément détachées du monde et qui se retrouvent dans le giron de là où se jouent vraiment les batailles géopolitiques, les grandes batailles géopolitiques. Et toutes ces grandes puissances se doivent d'être présentes dans ces zones. Donc, ça leur donne cet avantage stratégique du point de vue géographique de pouvoir jouer ce jeu d'équilibre sans pouvoir se retrouver à être forcément partisan d'un camp ou de l'autre. Voilà, c'est avec votre intervention sur les îles Salomon que nous mettons en terme à notre émission de ce lundi, Le Monde en 52 minutes. Nous avons parlé des espoirs des pays africains au lendemain des indépendances. Vous avez suivi mon invité qui a estimé que tout a été faussé dès la base. Au niveau de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, une cessation définitive du conflit annoncée par Donald Trump. Là aussi, l'argumentaire a été bien détaillé par Martial Akouté. Nous allons terminer par les îles Salomon. Merci de nous avoir suivis. Merci Martial. Merci. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités internationales. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESA Télévision, la télévision de l'excellence.